Bonjour à vous tous. Alors, je vais attendre que vous connectiez. Je sais qu'aujourd'hui vous étiez assez nombreux à être intéressés par cette thématique de la semaine, qui est la psychogénéalogie. Alors du coup, je vais attendre que vous ayez quelques personnes qui se connectent. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, bienvenue sur la vidéo, la chaîne, le live, tout en lien avec la maladie. Bien vivre avec une maladie, ou plutôt mettre du sens à sa maladie. Alors du coup, je crois que c'est Catherine dont je vois la photo qui arrive. Je te laisse me dire du coup si le son est bon pour toi, si tout est bien. Alors je vais attendre un peu que d'autres personnes arrivent puisque c'était un thème qui a soulevé beaucoup d'intérêt. Parce qu'en fait, je trouve ce thème fascinant, donc j'étais très heureuse de vous le partager. Et je pense que je reviendrai souvent dessus. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Catherine. Top. Top le son, ok, super. Et en plus, c'est rigolo parce que dans la foulée, ça n'était pas prévu, mais je me suis retrouvée effectivement à avoir une personne qui était en quête d'accompagnement là-dessus. Et je viens de passer toute une après-midi à décortiquer un arbre, son arbre généalogique avec elle. Du coup, j'ai la tête toute pleine de toutes les thématiques qu'il y a autour de la psychogénéalogie, de tout ce que ça entraîne, de tout ce que ça implique d'aller regarder une fois qu'on a construit son arbre. Et du coup, je suis ravie de pouvoir vous en reparler ce soir, puisque c'est vraiment une thématique que j'adore. Et dans la dynamique qui est toujours dans la logique de mettre du sens sur ce qui nous arrive, sur la pathologie dans laquelle nous sommes touchés, puisque il y a toujours cette notion, moi je parle de bien vivre avec sa maladie, mais plus ça va, plus j'avance dans l'accompagnement des personnes, plus j'avance dans ce que je suis aussi, mon identité en tant que thérapeute, et plus je me rends compte que c'est pas tellement le fait de bien vivre avec, mais vraiment la notion en fait de mettre du sens sur ce qui nous arrive, dans ce qu'on est, dans notre histoire familiale. Ça s'inscrit à notre niveau, à nous, et c'est là où la thérapie, qu'elle soit psychothérapie, psychologie, etc., enfin en tout cas peu importe le courant qu'on y met, c'est là où la psychothérapie accompagne la personne à titre individuel, donc c'est très intéressant et c'est très important de faire ce chemin déjà à titre individuel pour soi, et la psychogénéalogie, pardon, est un thème où du coup ça vient mettre et orienter, s'intéresser à la personne et la recontextualiser dans un arbre, dans une histoire familiale. Donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet là-dessus par la suite. Alors du coup, je dis coucou Elise, donc Jean-Christophe, Catherine, vous m'avez dit que le son c'était bon. Alors, pour rentrer sur le thème d'aujourd'hui, la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte l'étude de son arbre, l'étude de son arbre généalogique, et c'est, comme je disais, se recontextualiser dans son arbre. À titre individuel, on vient au monde en ayant beaucoup d'histoires, on vient au monde déjà en ayant une structure de personnalité, qui on est, qui nous sommes à ce moment-là, qui potentiellement, après, on va avoir le poids des parents, la manière dont on va être éduqué, ce qui va venir, ça qui va venir après compléter tout notre système de croyances, comment on va fonctionner au monde, comment on va voir le monde avec des paires de lunettes différentes. Donc ça, c'était toute la thématique du mois sur les croyances limitantes, ou du mois dernier, je me rappelle plus, sur les croyances limitantes. Puis après viennent s'imbriquer des émotions, etc., qui sera la thématique qui arrive la semaine prochaine, sur le mois d'avril. Mais en tant que personne, on vient pas au monde en étant entièrement vierge de toute histoire, puisque quelque part, si on regarde bien, quand on vient au monde, quand on va travailler en thérapie à titre individuel sur nous, on travaille sur nos familles, sur ce que nos parents inconsciemment nous ont donné, en fait, avec toutes leurs croyances à eux, tout ce qui au niveau inconscient des parents vont venir nous mettre. Sauf que cet inconscient des parents, il s'est construit comment, quelque part? Il s'est construit par l'inconscient aussi de leurs propres parents. Donc déjà, ça fait que déjà, entre moi toute seule, mes deux parents, ça fait déjà que ça réouvre encore plus loin les parents de mes parents, qui, eux, en plus de ça, arrivent avec un arbre encore plus élagué, qui allait encore plus haut. Et au fur et à mesure, on part de la personne à titre individuel sur qui on travaillait au départ, pour aller regarder un petit peu tout ce qui se passe au-dessus. Donc, c'est impossible de dire à partir de là qu'on arrive au monde et qu'on vient au monde en étant neuf.
Et très souvent, c'est aussi pour ça qu'après on dit souvent, c'est là où après du coup il y a le corps médical qui intervient pour dire ces fameux trucs génétiques, toutes ces maladies qui sont génétiques, qui se retranscrivent de milieu, de personne en personne, parce que dans les gènes c'est inscrit. Là pour le coup, pour la partie médicale, je m'y connais pas assez pour vous dire ce qu'il en est, comment ça se passe au niveau purement biologique, physique. Par contre, au niveau inconscient collectif et inconscient familial, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se retransmettent. Il y a beaucoup de choses en fait, c'est ce qu'on appelle le scénario de répétition. Si on s'intéresse sur son art, parfois, on va regarder qu'il y a des choses qui se retransmettent. Par exemple, l'abandon qui a été très présent pour une lignée. Et qui en fait, on se rend compte que l'abandon que moi j'ai subi, en fait, ma mère l'avait subi aussi. Puis ma grand-mère l'avait subi aussi, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des scénarios de répétition. Donc quand on regarde son arbre, en fait, quand justement on pose tout ça sur un arbre et qu'on transcrit nous-mêmes, parce que c'est très intéressant la manière dont on va le dessiner, ça en dit très très long, on va se rendre compte en fait du coup, ah mais ça c'était déjà inscrit, ah mais ça, mon grand-père avait déjà fait ça, ah mais il y a ceci, il y a tout cela qui se met. Et nous, arrivés en bout de ligne, en fait, parfois en mettant la dynamique, on savait du côté maternel, mais en creusant un peu, on se rendait pas compte que du côté paternel, il y avait aussi tout ça. Je vous donne des exemples qui peuvent paraître très sordides, mais qui existent vraiment, des scénarios d'inceste et de viol. Tout est parti. J'ai travaillé dernièrement sur un arbre comme ça, où tout était parti d'un grand-père, d'un arrière-arrière-grand-père qui a été violé pendant la guerre de 14. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il a relancé? C'est qu'à partir de là, ayant été lui empreint de ça, il s'est retrouvé à violer ses enfants qui ont violé par la suite, etc. Et tout un schéma qui va de fil en aiguille. C'est terrible à dire, mais ça peut aussi se retranscrire de cette façon-là. Du coup, la personne arrive là-dedans, sauf que les personnes, entre elles, les parents ne se rencontrent pas en eux. Quand la personne qui était en bout de ligne s'est rendu compte de tout ça, déjà de sa lignée, en creusant, s'est rendu compte qu'il y avait quand même extrêmement cette dynamique de viol, puisqu'elle se posait ces questions, non pas tant pour elle que pour son univers familial, sa sœur, son frère, des choses qu'ils n'ont dit, des secrets de famille qui traînaient, en travaillant là-dessus. Mais du coup, on allait regarder de l'autre côté, pour finalement se rendre compte qu'en fait c'était la même chose de l'autre côté. Et c'est parce qu'en travaillant sur sa nappe elle a pu se rendre compte et regarder ça d'un regard très extérieur. Et de rendre compte qu'effectivement, des deux lignées, ça se rejoignait complètement. Et qu'elle était en bout de course au milieu de tout ça. Après, la question est toujours qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on s'est rendu compte de ça? Déjà, le plus gros, c'est d'arriver à mettre ça à la conscience, d'arriver à regarder un petit peu ce qui se joue. Là, je vous ai parlé d'un scénario vraiment assez dramatique, assez extrême. Malheureusement, dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de scénarios extrêmes. Peut-être pas à ce point-là, là-dessus, mais très souvent, on va retrouver des scénarios de répétition et toutes les familles ont leur lourdeur. Même si on ne les connaît pas, il y a aussi ce qu'on appelle les secrets de famille qui sont très lourds avec des personnes qui sont relayées au banc de la société, au banc de la société familiale, j'entends, au banc de l'arbre, et qui indirectement vont chercher, à travers les âmes, à réhabiliter l'arbre à un moment ou à un autre. Ça, c'est toute la dynamique d'inconscient collectif. Un secret de famille, par exemple, je vous donne un autre exemple qui est peut-être un petit peu moins trash que le premier que je vous ai donné. Une famille où il y a plusieurs générations au-dessus, l'arrière-arrière-grand-père a été spoilé de ses biens, à l'occasion d'une guerre aussi. D'ailleurs, beaucoup de choses commencent, c'est là où c'est très intéressant de regarder ce qui se passe générationnellement, mais beaucoup de choses vont commencer à l'occasion de grandes guerres, à l'occasion de grandes maladies, dès qu'il y a un grand phénomène mondial qui se passe, ça va beaucoup impacter parfois la famille. Quand on remonte, on arrive à des périodes qui sont très très connues, que ce soit de périodes de guerre, qui soit, alors pour notre côté occidental, nous allons être très centrés sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais quand on regarde après au niveau oriental, pour l'Algérie, ça va être centré avec potentiellement la colonisation, tout ce qui s'est passé autour, et il y a de la lourdeur en fait à tous les niveaux. Et donc, du coup, en fait, c'était un arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père qui avait été spoilé de tous ses biens à l'occasion de cette guerre. Mais il fallait surtout pas en parler. C'était quelque chose qui était très très difficile, il fallait pas en parler parce que c'était la honte dans la famille. Mais du coup, tout ce qui en a découlé dans la famille au fur et à mesure, ça a été que des personnes qui étaient dans un rejet complet et qui devaient absolument réparer ça. Donc tout était mis avec quelqu'un qui est arrivé en bout d'arbre et qui cherchait à faire ce travail-là en disant
je ne me sens pas vivre ma vie, c'est comme si je rejouais en permanence quelque chose, moi aussi, quoi que je fasse, j'échoue, on finit toujours par venir me voler mes biens, on finit toujours par venir me spoiler de quoi que ce soit, et je comprends pas pourquoi. Et en fait, quand on regardait quelque part, c'était un scénario qui rejouait en permanence, qu'on appelait scénario de répétition, que son père avait été spoilé de tout aussi, dès qu'il avait construit quelque chose, il se retrouvait spoilé, mais de façon complètement improbable. Pareil pour le grand-père, etc. Et qu'en fait, il y avait toute une dynamique où, à partir du moment où à la fin, il s'empêchait de construire, parce qu'en construisant, il allait forcément se retrouver en étant spoilé de tout ce qu'il allait avoir et de tout ce qu'il allait construire. Ce sont des peurs qui s'étaient transmises en face d'inconscient à inconscient. Et donc avec un côté dans la vie, une avancée très revancharde, très je dois me battre pour avoir, je dois me battre, je dois protéger absolument tous mes biens, on va venir me voler absolument. Qui le mettait dans un état de stress permanent dans la vie, dans un climat en fait de bataille permanente et qu'à partir du moment où il a conscientisé ça, c'était lâché de dire mais est-ce que là maintenant, est-ce que là il y a du risque pour toi demain à demain quand ça va arriver. Donc il y a tout ça. Pareil, par rapport à ça, c'est des scénarios de répétition. Il y a aussi, ce qui est toujours très intéressant à regarder, c'est quand on regarde du point côté père et du côté mère, de regarder quel est le climat familial, quelle est l'ambiance familiale. Pourquoi est-ce que je suis très triste? Pourquoi est-ce que j'ai un fond dépressif alors qu'il n'y a rien dans ma vie qui va mal? Mais je suis tout le temps pris de lourdeur, de profonde tristesse, ou j'ai un tempérament colérique et je comprends pas pourquoi. Je me reconnais pas dans tout ce comportement colérique. Bonsoir Denise. C'est toujours regarder, c'est là où on s'intéresse beaucoup à quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère familiale, côté maternel. Quelle est l'émotion qui est valorisée, qui est mise en avant, qui est la plus présente dans une lignée côté maternel ou côté paternel. C'est toujours la dynamique en fait de regarder qu'est-ce qui se joue là-dedans en fait. Et souvent, monsieur qui est très triste, qui a un fond de déprime très très fort, qui est en lien, qui a tout ça, en fait vient d'une famille où il y a, quand on regarde et quand on creuse, quand on regarde, il y a beaucoup de dépression. La grand-mère était dépressive, l'arrière-grand-mère était dépressive, et puis le grand-père, et puis le père a un fond de tristesse, il a grandi avec cette lourdeur, avec toute cette tristesse, alors que tout va bien dans sa vie. Mais il est triste, il voit toujours tout en noir, avec un fond très triste. Et moi, à mon niveau, je suis toujours très triste. J'ai plein de tristesse. Je vois pas le sens de la vie. J'ai limite envie d'en finir avec la vie parce que il m'arrive que des tuiles. Je suis triste, triste, triste. Alors que, bon, bah, il y a des choses, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas cette pulsion de vie qui fait qu'en fait, j'aurais envie d'aller plus loin? Parce que je viens de la famille où, côté paternel, c'est la famille triste. Et côté maternel, pour peu que ce soit la famille colérique, où il y a potentiellement des alcooliques qui sont dans la colère, qui font des colères pas possibles, etc. Du coup, moi, je me retrouve entre les deux avec un fond triste et un fond, à des moments, avoir bouillir de colère comme c'est pas possible. Mais c'est pas moi, c'est tout un apprentissage de deux lignées, en fait, qui viennent se rejoindre au fur et à mesure et qui m'ont construit inconsciemment. Donc on est là-dedans. Alors vous allez me dire, la maladie, à quel moment, qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans? La maladie, c'est toujours, et ça ce sera vraiment le thème du mois prochain, c'est toujours la notion de beaucoup d'inconscient. À force d'étouffer des émotions qu'on ne connaît pas, ça peut ressurgir. Allez regarder aussi, parfois on ne se rend pas compte qu'il y avait beaucoup de maladies dans notre arbre, que ça se rejouait, que potentiellement peut-être que la maladie était un moyen d'exister dans l'arbre. Il y a pas mal de choses qui peuvent être à regarder comme ça. Et après, il y a dans une dynamique qui est très très point de vue transgénérationnel. Alors je peux entendre que ça puisse ne pas parler à tout le monde. Là-dessus, je vous en réfère vraiment à Salomon Selam. C'est pour ceux peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler. Salomon Selam, qui était psychologue ou psychiatre, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il était, mais dans le bouquin c'est indiqué, qui a écrit plusieurs bouquins, notamment un il a entièrement mis en évidence ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant en psychogénéalogie, c'est quoi? Ce sont des morts qui ont été inexpliquées, des morts traumatisantes et violentes pour l'arbre, pour des personnes. Ça va être des enfants qui peuvent être morts-nés, ça peut être des avortements, ça peut être des enfants qui sont décédés en bas âge, comme ça peut être une personne qui est morte tragiquement à l'aube d'un accident. Ce sont des morts tragiques dans l'arbre qui, quelque part, vont être réhabilités dans les descendants. La psychogénéalogie et tous les traumatismes sont toujours descendants, c'est-à-dire qu'on est sur les ascendants et ça descend forcément, on est sur une descente.
Et ce sont des morts comme ça, traumatiques. Alors après, il y a pour aller regarder ça, il y a aussi tout un calcul qui se fait au niveau des dates par rapport à la date de naissance. Est-ce que je suis en lien avec les personnes, que ce soit la date de mort, la date de conception, la date de naissance de la personne. Il y a tout un calcul qui se fait quand on travaille, quand on va regarder justement dans l'arbre un petit peu ce qui se joue. Et ce que Salomon Selam avait vu et ce qui aujourd'hui pour lui, avec des études d'énormes et de milliers de cas qu'il a fait, et après il s'était spécialisé dans l'accompagnement des gens qui avaient une sclérose en plaques là-dessus, c'est que à travers les scléroses en plaques, il y a énormément de gisants. C'est sûr que le corps médical vous dira toujours que ça ne faut pas en entendre parler, c'est sûr que c'est à regarder. Lui, ça a été des études qu'il a fait en se basant sur de nombreux cas. Aujourd'hui, beaucoup de psychogénéalogistes, de personnes qui font le travail que je fais dans l'accompagnement en psychogénéalogie, le repèrent aussi. Un gisant ne se matérialise pas toujours à travers une sclérose en plaques ou à travers une maladie, mais ce qu'on retrouve dans le gisant, et on va dire quand on est le gisant d'une personne qui est décédée dans notre arbre, ça peut être très très loin de mauvaises morts, d'une mort tragique et d'une mort difficile. On va retrouver souvent des personnes qui vont venir en thérapie en disant « j'ai l'impression que je ne vis pas ma vie, j'ai l'impression que je vis une vie qui n'est pas la mienne et que quelque part je suis entravée dans ma vie, c'est comme si j'étais à côté de ma vie ». Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. En général, en thérapie, on peut regarder beaucoup de choses quand on travaille sur la personne à proprement parler, mais une personne qui ressent ça, c'est très intéressant d'aller regarder aussi en psychogénéalogie qu'est-ce qui se passe. Ce sont aussi des personnes, c'est là aussi où du coup on va regarder sur les noms, les prénoms, qu'est-ce qu'il y a dessus, puisque parfois les prénoms sont très intéressants à regarder, et c'est là aussi où quand on est en lien avec des personnes, qu'est-ce qui se passe quand on porte le même nom ou notre second nom. Ça c'est quelque chose dans les familles catholiques, dans beaucoup de familles, même d'ailleurs dans tout ce qui est musulman aussi. C'est on donne souvent le nom du grand-père défunt ou le nom de la grand-mère en second prénom, parfois même en premier prénom et en second prénom. Je vous dis pas le poids que c'est à porter. Lorsqu'on a le second prénom, on porte le prénom d'une personne, d'un de nos ancêtres, c'est comme si quelque part on s'inscrivait pour vivre la même vie que cet ancêtre-là. Et donc dans le gisant, en fait, il y a différentes caractéristiques. Le fait d'avoir l'impression de ne pas vivre sa vie, le fait souvent ce sont des personnes qui vont dormir en étant un peu comme dans une posture de mort, en fait, très statique, avec souvent même les bras en croix. La personne qui dort comme ça ne se rend pas compte, mais c'est souvent le conjoint qui va dire « c'est bizarre, tu dors de façon très rigide, tout droite sur le dos, avec les bras le long du corps ou les bras en croix, en étant tout droite, et on se réveille, même si on s'est endormi autrement, on a tendance à se réveiller en étant très droite, de façon très rigide. » C'est quelque chose qu'il a mis en lumière. Un autre point, ce serait souvent des personnes qui vont être avec un fond très triste, sans savoir pourquoi, notamment si en plus de ça ils viennent d'une famille où il y a l'uni familiale et la famille triste. Ce sont des personnes qui vont avoir un fond de tristesse très profond, qui les dépasse, qui parfois vont au-delà en fait de leur vie à eux, en se disant mais je comprends pas pourquoi j'ai cette tristesse, un peu comme si j'avais une sorte de pulsion de mort, une sorte de ce qu'on appelle la libido, l'élan de vie et l'élan de mort, enfin la pulsion de vie et la pulsion de mort. La pulsion de vie, c'est ce qui nous tient en vie, c'est pas forcément la joie, mais c'est déjà ce qui fait que parfois, avec toutes les épreuves qu'on traverse, on ait quand même envie d'aller plus loin et qu'on continue à vivre et à s'accrocher malgré tout. Et la pulsion de mort, c'est quelque part ce qui va nous tirer vers le fond. Ça va être des tristesses profondes, des déprimes, des dépressions. En fait, on est dans une espèce de pulsion de mort avec des désirs de mort, des choses en fait qui font qu'on ait l'impression qu'on ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est extrêmement lié, entre autres, après il y a tellement de choses, hein. C'est sûr que si je viens d'une famille dépressive, j'aurai aussi ça dans le sang, la famille triste, et il y a aussi tout un point au niveau des émotions dont je vous parlerai, si vous pouvez, la vidéo sortira le lundi de Pâques, là du coup lundi, puisque c'est tous les premiers lundis du mois, il y a toute la vidéo pour comprendre les émotions, ce qui se joue, qui vous renvoie après vers l'article qui est sorti dans le blog avec un petit exercice à faire pour que ça vous mette en lumière sur ce qui peut se jouer au niveau émotionnel. Et donc du coup en fait, par rapport à cette pulsion de mort que l'on peut avoir, c'est aussi c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au niveau de personnes qui souffrent du syndrome du gisant, qui sont en lien, qui sont les gisants de personnes qui sont ce qu'on appelle les mal morts.
qui sont mal mortes, tout simplement. Donc après, il y a tout un travail de réparation à faire quand on les a identifiées, les comprendre, faire des coupures symboliques, etc. Donc ça, après, c'est un accompagnement qui se fait plus, du coup, au niveau individuel, là, pour le coup. Il y a ça. Et souvent aussi, ce sont des personnes qui vont être très attirées par le noir, vont souvent être habillées en noir, vont toujours avoir une touche de noir sur eux, quelque chose, comme si elles portaient le deuil, entre guillemets, de ces morts-là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en lien avec tout ça. Et du coup, Denise, je voyais ton message et tu disais le syndrome du gisant, donc tu as l'air d'être sacrément en fait. Peut-être même d'ailleurs que tu as trouvé ton gisant, tu as trouvé de qui tu étais la gisante, ça a dû te parler. Du coup, si vous voulez, il y a 2 livres que je vous proposerai de lire qui vous détailleront tout ça pour vraiment la partie gisant. Alors après, la partie transgénérationnelle et puis psychogénéalogie, il y a d'autres livres. Mais là, c'était vraiment celui-ci puisque comme moi, je tourne beaucoup autour du thème de la maladie et que le gisant est quand même très relié à tout ce qui est maladie et tout ce qui est sclérose en plaques. Et puis si vous me suivez, c'est que très souvent, il y a une sclérose en plaques qui traîne dans le lot. Du coup, c'est le syndrome du gisant de Salomon Selam. Salomon, et Selam, c'est S-E-2-L-A-M. Je vous l'écrirai en commentaire après. Qui en dit très très long là-dessus. Et il y a un livre qui va beaucoup plus loin sur la notion de transgénérationnel et entièrement dédié aux scléroses en plaques, qui est la sclérose en plaques, une véritable arnaque transgénérationnelle. Donc déjà, lui, il avait aussi vraiment fait un lien par rapport aux mémoires familiales, au transgénérationnel liées aux scléroses en plaques. Après, aujourd'hui, si je viens vous en parler aujourd'hui et si je fais ça, c'est que, et si je fais le thème là-dessus et si je me suis spécialisée là-dedans, on va pas se mentir, c'est que tout ce travail-là, étant moi-même touchée par une sclérose en plaques, tout ce travail-là, je l'ai fait au cours de ces 12 dernières années, plus après encore beaucoup de choses, puisque le travail, l'arbre, en fait, je l'avais questionné sur la maladie, mais je l'avais aussi questionné sur beaucoup d'autres choses après, puisqu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans lesquelles l'arbre peut être impacté. Et à savoir que vous aurez toutes les informations si vous lisez, si vous êtes abonné au blog, vous verrez mon histoire que je suis en train justement même de travailler pour pouvoir l'éditer un jour ou l'autre pour que vous puissiez l'avoir en e-book plutôt que de le lire sur le blog où c'est pas toujours très facile de trouver tous les articles. Donc un jour ou l'autre, il y aura tout ça qui sortira et je vous tiendrai au courant. Je ferai certainement une campagne Ulule et il y aura plein de choses pour que vous puissiez avoir accès directement au livre avec les différentes informations. Mais aujourd'hui, c'est pas pour rien que je me suis mise là-dedans pour pouvoir accompagner déjà à titre individuel, mais en plus de ça et que je me suis spécialisée avec la psychogénéalogie, c'est parce que je trouve vraiment, je suis persuadée, intimement persuadée du lien qu'il peut y avoir, entre autres, après il y a des tonnes d'autres choses, y compris au niveau médical, etc. Je rentrerai pas là-dessus, c'est un débat sur lequel je ne rentrerai pas et chacun il voit ce qu'il veut. Et en fait, je suis intimement persuadée du lien qu'il peut y avoir entre les scléroses en plaques et les mémoires transgénérationnelles, et notamment, très souvent, il y a du gisant derrière. Donc pour les personnes qui sont intéressantes, les personnes qui sont là et que je suis, c'est un travail, si jamais vous êtes intéressés, que je fais avec grand plaisir, j'accompagne vraiment là-dessus, je trouve. C'est un travail qui est magique à faire, même ne serait-ce que créer votre arbre pour vous. Vous allez regarder, en fait, rien que d'avoir l'arbre devant vous, une fois que vous l'avez créé de vous-même. Alors, attention aux arbres que vous trouvez, il y a plein de sites qui proposent de faire l'arbre en ligne. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre, on va pas se mentir, mais ça dit pas pareil. Ça dit pas pareil quand on le dessine nous-mêmes, que quand on va se rendre compte parfois que il y a des traits de crayon, on sait pas pourquoi, mais on avait beaucoup insisté sur ce trait de crayon-là. Ça veut potentiellement dire qu'il y a un lien avec la personne, et qu'il y a un lien et qui du coup si on est en lien avec potentiellement ce grand-père là, il y a peut-être aussi des choses plus intéressantes à aller regarder au-dessus que quand on est sur un truc fait sur internet. C'est pas le même rendu, c'est très beau mais il n'y a pas les mêmes informations, on n'y met pas de nous en fait, tout simplement. Donc c'est là où c'est un peu dommage. Après, il n'empêche toujours que avoir une vision globale de son arbre, ça permet déjà de pouvoir regarder des choses, et puis quand on fait son arbre, on va forcément rechercher les informations qu'on n'aurait peut-être pas demandées en temps normal, puisqu'on va aller toquer aux portes pour avoir différentes informations. En sachant aussi qu'à partir du moment où on travaille sur son arbre, qu'on décide de créer son arbre, parfois on n'a pas toutes les réponses et c'est ok. Il ne s'agit pas de je vais rien faire parce que je vais pas le faire parce que moi j'ai pas assez d'informations ou je n'ose pas aller demander les informations.
On travaille avec ce que vous avez, vraiment ce que vous avez. Vous êtes en mesure de faire beaucoup de choses avec ce que vous avez. Et après, il y a une petite chose assez magique avec la psychogénéalogie, c'est qu'à partir du moment où c'est exactement comme si on travaille sur l'arbre, mais la vie symbolique, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre généalogique. En fait, vous avez votre arbre et vous êtes tous des feuilles. Vous êtes une feuille dans cet arbre-là. Et très souvent, quand on va secouer l'arbre, en fait, on commence à travailler sur son âme, on soulève des choses, ça commence à faire un peu comme du vent dans l'arbre, des brises, les feuilles commencent un petit peu à s'éventer, à bouger. Et très souvent, on a des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est marrant parce que j'ai fait le travail avec une personne, là dernièrement, avec qui j'ai passé l'après-midi. On a fait le travail et puis du coup, je lui avais donné toutes les informations pour commencer à construire son arbre, ce qui était requêté, etc. Entre le moment où elle a commencé à construire l'arbre, ça peut prendre des mois. Les informations, ça se fait au fur et à mesure, le travail se fait au fur et à mesure. Il n'y a pas d'injonction de on fait l'arbre et on travaille demain dessus. Mais entre le moment où elle a commencé, il y avait des informations qui venaient. On avait pris rendez-vous, parce qu'en termes de mon agenda et du sien, ça matchait pas. On avait pris rendez-vous un mois après. Elle a eu des réponses la veille de notre... Elle a eu des réponses, elle me dit, j'ai eu des réponses hier soir à des questions que je me posais, que j'avais commencé à lancer un mois avant. Elle dit des choses que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas commencé ce travail-là. Et puis c'est sûr que entre le moment où on a commencé, on a regardé certaines choses, et après, il y a d'autres réponses qui vont venir. On rigole souvent avec les personnes avec qui, enfin, de mon cabinet, enfin pas de mon cabinet, mais ma superviseuse, et puis toutes les personnes qui travaillent en psychogénéalogie aussi, du fait que à partir du moment où vous ouvrez des portes, vous mettez du vent, ça secoue les feuilles, et puis c'est parfois le moment où, tiens, il y a le fameux oncle dont on n'avait plus entendu parler depuis 10 ans, ça faisait longtemps, il était parti vivre dans les Indes, entre guillemets, il était parti vivre à l'étranger, j'avais pas de nouvelles de lui depuis très très longtemps, et puis d'un seul coup, cet oncle est revenu, et puis boum, où il passe un coup de fil. « Oh tiens, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu un post, j'ai vu quelque chose, et puis je voulais prendre des nouvelles. » Elle dit « Mais il tombe de nuit, il vient d'où ?» Il arrive, et puis il arrive avec des réponses en plus de ça. Ah bah écoute, je savais même pas, j'avais même pas ton numéro, ça tombe très bien que je t'ai au téléphone parce que j'étais en train de travailler sur mon arbre et puis je me posais la question par rapport à grand-mamie, etc. Ah ben moi je sais ce qui s'est passé pour elle, voilà, etc. Et puis boum, les réponses arrivent comme ça. C'est assez impressionnant, cette dynamique d'arbre généalogique où parfois il suffit juste d'ouvrir la porte, ça va remuer. Il y a des choses qui vont bouger, il se passe des choses, ça remue, il y a des personnes qui reviennent, des personnes dont on n'avait pas entendu parler, des réponses qui arrivent alors qu'on s'y attendait pas du tout, des liens, des ramifications qu'on fait, qu'on se dit ah bah tiens, ça je m'y attendais pas du tout. Je vous donne un exemple pour moi, à titre dans ce que j'ai travaillé, j'ai un arbre, j'en parle beaucoup sur le net. Et sur le coup j'avais dit certaines choses, alors j'ai pas tout dit parce que bon après dans vie familiale aussi je respecte l'intimité des membres de ma famille, donc j'ai dit ce qui me concernait moi, mais pendant très longtemps je voyais des choses et puis je connaissais une arrière-grand-mère que je ne connaissais pas, enfin j'avais le nom qui était une personne étrangère qui avait été ramenée en France en épousant mon arrière-grand-père. Je connaissais très peu cette histoire de famille-là. Je savais très peu d'où elle venait, à part le fait qu'elle était d'origine maghrébine, de nord-africaine, sans trop savoir. Et du coup, en faisant tout ce travail récemment, etc., sur tout ça, je me suis retrouvée avec toute une dynamique d'apprendre non seulement qu'elle était libanaise, c'était la seule, parce que je me suis toujours dit Lisa, j'ai personne dans mon arbre, je m'appelle Lisa, mon premier prénom, Kelly le deuxième, rien du tout dans l'arbre. Mes parents à l'époque vivaient à l'île Maurice, donc j'ai des prénoms qui sont assez anglicisés. Et personne dans mon arbre n'a ni le prénom ni même Elisabeth, ni même Kelly, alors n'en parlons même pas. Donc j'avais personne avec qui j'étais en lien dans l'arbre, et j'ai que des prénoms qui sont des Denise, Jeanne, enfin des choses très, j'allais dire très grand-mère en fait, à ce sens-là, mais des noms qui sonnent pas du tout... qui serait Roland, qui sonnerait pas du tout d'actualité. Et par contre, il y avait cette arrière-grand-mère qui avait un nom qui finissait par A, qui s'appelait Vadia. Et du coup, je me dis, c'est marrant, c'est la seule qui, dans tout l'arbre, qui a ce prénom qui finit par A. Et entre-temps, j'ai appris aussi beaucoup d'autres choses, qu'elle était donc étrangère, qu'elle était non maghrébine, et je comprenais du coup pourquoi est-ce que j'ai été autant attirée
par les pays arabes. Pourquoi j'ai toujours eu cet attrait, mais sans savoir pourquoi. J'adorais, et j'ai toujours dit que si je devais un jour ou l'autre apprendre une langue, là j'apprends beaucoup de choses, donc voilà, mais que j'ai toujours été très attirée par le fait d'apprendre la langue arabe. Et je savais pas pourquoi. J'ai toujours été très attirée et j'ai rencontré les personnes avec qui j'ai sympathisé, mais comme ça, un claquement de doigts, avec qui il y a eu des rencontres, des coups de cœur amicales, c'était des Libanais ou des Libanaises. J'ai même été à fréquenter un Marocain pendant très longtemps. Je rêvais d'apprendre l'arabe. Après, les différences culturelles étaient telles que ça n'a pas pu aller plus loin. Et puis, le contexte familial, c'était compliqué aussi, entre non-musulmanes, musulmans, etc. Mais j'ai toujours été très attirée par ça. Mon métier m'a amenée. J'étais fascinée pour aller, à l'époque où je voyageais beaucoup avant de devenir thérapeute, aller en Arabie Saoudite, aller dans tous ces pays. J'étais fascinée par la culture. Je suis allée en Algérie des tonnes de fois. Quand j'étais en Algérie, ça m'émouvait énormément. Alors que je suis pas typée du tout. Et dans ma tête, je me dis, mais j'ai rien du tout en lien avec tous ces pays-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai autant cet attrait pour la culture maghrébine, pour tout ça? Jusqu'à ce que je creuse et que je me rende compte qu'effectivement, cette femme-là, avec qui, en creusant un peu, j'ai été complètement en lien, aussi en termes de date, sur beaucoup de choses, qui avait été déracinée, qui aussi il y a eu beaucoup de choses, et j'ai compris aussi le fait de pourquoi est-ce que j'avais autant voyagé, pourquoi est-ce que j'étais, à l'époque, avant de rentrer en France, quand j'étais plus jeune, dans tout ce que je raconte sur le blog, j'étais obsédée par le fait de travailler dans les ONG, de vivre en tant qu'expatriée, de ne surtout pas vivre en France. Il fallait absolument, j'avais 23, jusqu'à ce que je sois diagnostiquée de la sclérose en plaques, comme quoi ça a été un bon signe pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Mais j'étais obsédée par le fait d'être expatriée aussi, comme elle. Et en expatriation, je ne vivais pas spécialement mieux ma vie, mais c'était une obsession pour moi d'être expatriée. Exactement comme cette femme avec qui j'étais en lien, qui s'appelait Wadia, je m'appelle Lisa, et c'est la seule avec qui j'ai une ressemblance de prénom. En termes de date, je vous dis pas en fait à quel point il y a des liens aussi. Et du coup, j'ai mieux compris cet attrait que je pouvais avoir pour la langue arabe, pour les pays arabes, pour tout ce contexte-là qui me fascinait, qui me passionnait. Et alors que je me disais, mais je comprends pas, j'ai des parents franco-français, il y avait rien à part cette femme qui est donc mon arrière-grand-mère. Et c'est la seule qui a été déracinée de son pays, du Liban, pour venir s'installer en France. Et c'est la seule, et qui du coup a été très mal accueillie en France, avec tout ce que ça comporte, etc. Et qui quelque part, après, est partie à divorcer, est décédée de façon assez tragique. Elle n'est jamais rentrée dans son pays. Ce qu'on appelle une malmorte aussi, quelque part, avec beaucoup de choses. Et symboliquement, il y avait beaucoup de choses que j'avais à réparer d'elle. Donc voilà, c'était encore pour revenir sur mon histoire personnelle, pour vous donner des exemples de ce que ça peut être quand on va creuser. Après, chacun y met ce qu'il veut. Je peux comprendre que ça puisse paraître très abstrait à certains moments, mais en fait, ça reste abstrait parfois quand les gens parlent d'eux-mêmes, mais quand on regarde son arbre, d'un seul coup, il y a tellement de choses qui mettent du sens. Où on se regarde dans sa vie, on dit mais c'est dingue quand même, c'est fou ce que ça me parle en fait, là maintenant dit comme ça, ah ben ouais en fait ça met du sens pour moi. Donc le plus important en fait c'est le sens que vous allez donner, d'où l'importance de créer vous-même votre arbre en fait. Donc du coup, je sais pas, c'est la fin de ce live, je sais pas si vous avez des questions, j'en profite juste pour lire ce que vous dites. Alors, Denis, syndrome du gisant, oui. Élise, ce livre de Salomon Selam est en cours de réimpression, est disponible pour le moment. Lequel? Le syndrome du gisant ou l'autre, l'arnaque transgénérationnelle? En tout cas, bon, à noter, ils sont fabuleux. À commencer par la sclérose en plaques si vous voulez, mais après le syndrome du gisant est encore plus parlant, surtout parce que même si c'est pas la sclérose en plaques dont on est touché, même si c'est autre chose, le gisant laisse beaucoup de traces et des gisants il y en a dans quasiment toutes les familles. Croyez-moi, c'est impressionnant. Même si on parle pas de maladie, là les personnes que j'accompagne qui sont pas du tout dans la notion de maladie, ils sont estomaqués par les gisants, en tout cas le syndrome des gisants qu'il y a. Élise, je vais en faire travailler avec toi avec grand plaisir. J'ai relu cette semaine d'articles de ton blog et je pense que ce serait chouette d'en faire un livre à terme. Sur un autre plan, il y a des synchronicités incroyables sur le thème de l'arbre généalogique, je confirme. Ah oui. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, il y a un autre point aussi en termes d'inconscient collectif. On est attiré, que ce soit en termes de rencontres amoureuses, que ce soit en termes de rencontres amicales, que ce soit en termes de rencontres de personnes là aujourd'hui où le web inscrit des choses merveilleuses. On attire des personnes avec qui il y a quelque chose qui se joue certainement au niveau inconscient. Et c'est vraiment
voilà, si vous êtes là aujourd'hui, si vous intéressez à la psychogénéalogie et si ce live-là vous intéresse, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vient résonner pour vous. Il y a forcément certainement des choses, et peut-être avec ce que j'ai pu raconter, des choses qui vont résonner pour vous aussi. C'est tout ça qui est à faire, qui est assez fascinant. Quant au livre, oui, c'est un travail il fallait que je puisse avoir quelqu'un qui s'y connaisse là-dedans, dans un point de vue technique. J'ai rencontré, pareil, synchronicité, j'ai rencontré quelqu'un qui, je sais pas s'il est pas là sur le live ce soir, mais qui s'y connaît, qui va m'accompagner dans la réalisation de ce livre. Voilà, de toute façon, ça a toujours été, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à créer un blog, j'étais partie pour écrire un livre, ça m'a fascinée. Le blog a pris la place, je n'y connaissais rien et j'ai été émerveillée par tout ce que ça a amené. Et voilà. Après, c'est juste que je voudrais sortir de ce que j'avais écrit, qui était quelque chose que j'avais écrit il y a 5-6 ans. J'ai besoin de retravailler beaucoup avec aujourd'hui aussi la connaissance que j'ai en tant que thérapeute, avec aussi tous les accompagnements que j'ai faits. Il y a beaucoup de choses qui prennent plus de sens, tout en étant évidemment, je parlerai jamais des autres personnes. Ça, c'est sûr et certain. Le secret professionnel, c'est le b.a.-ba. Donc, en fait, voilà, ce sera beaucoup parler de mon histoire, mais avec une approche et quelque chose à regarder d'un point de vue plus professionnel que ce que je racontais, où je racontais juste une histoire pour faire au départ, j'étais partie pour un partage de vie, pour pouvoir éventuellement voir si des personnes avaient cette synchronicité-là. Aujourd'hui, ce serait moins mon approche, en tout cas. Ça a moins d'impact, en fait. Je suis moins à parler de moi que de pouvoir présenter ce qui peut être intéressant pour d'autres personnes et faire tilt pour elles. Ellie, j'aurais quelque chose à raconter à ce sujet avec grand plaisir. L'arnaque transgénérationnelle qui est pas libre. Ah bah écoutez, j'espère qu'il va l'être parce que je l'ai trouvé assez fascinant. Mais justement dans l'article du blog que j'ai écrit, que d'ailleurs il faudrait que je prenne aussi un moment pour réécrire parce que je voudrais beaucoup plus écrire là-dessus sur le blog. L'article du blog sur l'arnaque transgénérationnelle, que j'ai écrit sur les mémoires transgénérationnelles et j'ai repris beaucoup de ce livre. Donc du coup, si tu trouves l'article Élise, mais au pire je te le transférerai. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, qui sont en lien avec le livre, puisque j'avais beaucoup aimé comment il avait écrit, en prenant un exemple de quelqu'un que je connaissais qui n'était pas le mien. Mais du coup voilà, ça a dit grosso modo, j'avais résumé un petit peu, mais le livre est formidable, il va beaucoup plus loin, et puis après il donne les codes pour en sortir, entre guillemets, même si à faire seul je trouve que c'est un peu difficile, mais voilà, dès que tu peux l'avoir, en tout cas c'est quelque chose à garder dans un coin. Catherine, tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas de hasard, les choses viennent à nous parce que quelque part on les appelle inconsciemment. Oh oui, tu savais, pouvoir de l'inconscient. En fait, au-delà de ça, c'est qu'il faut comprendre, on a tendance à se croire, aujourd'hui on est dans une société très individuelle, en tout cas en Occident, c'est pas le cas partout. Il y a vraiment la dynamique d'inconscient collectif. C'est Carl Gustav Jung qui est assez magique, qui était un des suiveurs de Freud et qui a justement qui a commencé avec Freud, là où Freud, en fait, on l'appelle papa, c'est papa Freud, hein, c'est le père de tout ce qui est psychanalyse et de tous ces courants et Freud c'est le créateur de l'inconscient déjà. Mais lui, il était l'inconscient à titre individuel. Il s'est beaucoup intéressé à ça et là où à l'époque on pensait que l'homme était conscient de tout, Freud il a amené cette dynamique d'inconscient, ce qui était une avancée énorme dans la psychologie, dans la psycho, et ce qui permet aujourd'hui de pouvoir travailler et de pouvoir aller réveiller toutes ces dynamiques d'inconscient et d'aller travailler là-dessus. À côté de ça, il y a eu ce qu'on appelle du coup, et c'est là où Jung était au départ contre lui, c'était vraiment, en fait, Freud le voyait vraiment comme sa suite, il le voyait comme la personne qui prendrait sa relève dans ses travaux, et Jung, lui, a intégré, a apporté la dynamique et la dimension de inconscient collectif. Inconscient collectif, c'est qu'en fait, cet inconscient, c'est une énergie, quelque part, et on est tous reliés les uns aux autres à travers l'inconscient collectif. On est tous déjà à travers nos mémoires familiales, à travers tout ce qui se passe, on est tous reliés et si par exemple dans mon inconscient je vais vibrer en tant que victime, je vais attirer des personnes qui ont aussi ça dans leur inconscient, un tempérament de victime. Et vous savez certainement, alors en tout cas dans les personnes que je suis, j'en parle beaucoup, du fait qu'on est soit victime, soit persécuteur, mais généralement on est les deux en fait, c'est comme la dynamique de l'élastique que je présente souvent en thérapie, où quand on veut absolument être d'un côté, il y a l'autre qui n'est jamais trop loin, tout ça.
Et du coup, il y a... et donc, en fait, quand on vibre, quand on a une victime en nous, une sous-personnalité de victime et qu'on vibre ça au niveau inconscient, on va attirer des personnes qui vont vibrer en victime, mais aussi du coup en persécuteur. Et donc, du coup, le persécuteur, notre persécuteur, on peut aussi devenir, nous, un jour ou l'autre, persécuteur et aller, du coup, on va être attiré par des personnes qui vont vibrer en victime. Donc, c'est toute une dynamique d'inconscient collectif. On est tous reliés au niveau inconscient les uns aux autres et c'est comme ça qu'en fait on va être attiré. C'est là la magie du web sur beaucoup de choses, c'est que quelque part on va attirer des personnes, on va se permettre de se retrouver et attirer des personnes avec qui en fait ça va faire tilt en se disant bah tiens là ça me parle, là c'est vraiment quelque chose en fait parce qu'il y a quelque chose qui se capte. Il y a du bon et du mauvais dans le web, il y a beaucoup de choses, mais du coup c'est là vraiment toute cette dynamique là et ceci dans notre inconscient, c'est toutes les perles qu'il y a. Je vous parlais de cette arrière-grand-mère libanaise qui fait qu'en fait je suis autant attirée que ça par les pays maghrébins, par la langue arabe, par la culture arabe, par toutes ces choses-là. En fait, en soi, on est tous complètement reliés et c'est pour ça que rien que moi qui suis quelque part franco-française, qui suis reliée indirectement et très inconsciemment à une personne qui est du culture maghrébine, en fait, c'est juste pour montrer aussi qu'on est tous quelque part, il n'y a pas d'individualisme et de cette notion de on est tous frères entre guillemets, c'est un grand mot, mais en termes d'inconscient collectif, donc voilà, c'est arrêter de se regarder soi en tant qu'individuel, en tant que juste à son niveau, et on est tous reliés à différents niveaux de tellement de choses à travers notre arbre généalogique, à travers les rencontres qui se sont faites par nos ancêtres, à travers eux à qui ils étaient reliés, etc., etc. C'est énorme, c'est cette notion-là, et c'est pour ça que parfois on va rencontrer des personnes qui peut-être qu'au niveau de notre arbre, il y avait des liens très très hauts qui font que quand on arrive nous à notre génération de se rencontrer là, bah c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et c'est pour ça que je te rejoins tout à fait, Catherine, dans ce que tu disais. Il n'y a pas de hasard. Et le seul magie, en fait, dans tout ça, c'est quand on met de la conscience. Parce que quand on est inconscient et qu'on vit notre vie sans se poser de questions et en avançant, etc., c'est là où on souffre quelque part. Alors qu'en fait, quand on prend de la hauteur sur tout ça, qu'on se regarde, nous, à titre individuel, déjà, c'est déjà un gros travail d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à soi, sortir de ses émotions, comprendre comment on fonctionne, etc. Mais quand en plus de ça, on se regarde dans un contexte d'arbre généalogique, on prend encore plus de hauteur par rapport à soi, et aussi beaucoup plus d'humilité, et aussi plus d'accueil envers soi, envers les autres. Et si on pouvait tous, si la Terre entière pouvait faire ça, mon Dieu, on serait tellement en paix avec les uns les autres, on serait plus de quelles sont les religions, quels sont les ceci, quels sont les cela. En fait, on a tous tellement en commun. On a tous tellement en commun. Et c'est ça qui est assez magique à regarder. D'où le fait que j'adore mon métier, que j'adore ce que je fais aujourd'hui et que je suis complètement fan de faire des visios comme ça et que j'adore le fait de vous rencontrer et le fait que vous puissiez aussi du coup être initié à ça autant que possible et vous intéresser à ça, et du coup je vous remercie vraiment de vous y intéresser parce que c'est en pouvant parler comme ça et en pouvant ouvrir notre cœur un maximum, parce que plus on va dans ce genre de travail, plus on ouvre notre cœur, et plus on ouvre notre cœur, plus on rayonne, et plus on rayonne, plus on peut toucher des personnes autour à travers notre rayonnement, etc., etc. Et il vaut mieux un rayonnement comme ça qu'un rayonnement négatif. Alors, je réponds juste à vos questions. Catherine, donc il n'y a pas de hasard, les jeunes. Je veux bien que tu me transfères. Élise, oui, je te transférerai ça sans problème. Jean-Christophe, je dois avoir quelques gisants dans le placard. Je pense à un grand-père décédé 1 an avant que je naisse, dont je porte en partie le prénom. Ouf. Je crois qu'on va regarder les dates, mais ça serait intéressant que tu creuses sur les dates. Mais là, oui, voilà, là, on est vraiment dans du gros gisant. Entre ça et les enfants de remplacement, sont terribles les enfants de remplacement. Une personne qui est née juste après un frère décédé avant sa naissance de façon tragique, les morts-nés, etc. Pour peu que les parents fassent un enfant dans la foulée, je vous dis pas les enfants de remplacement, comment le poids, à quel point il est lourd à porter. Ça, en thérapie, il y en a beaucoup. C'est la symbolique, arriver à couper de ça l'enfant qui naît pour remplacer celui qui devait vivre à la base. Denise, il y a du travail. Oui, mais ça c'est la version verre à moitié vide, et moi je suis fan de verre à moitié plein, pour la simple et bonne raison que je suis hyper optimiste. Je suis hyper optimiste quand je vois le nombre de personnes au fur et à mesure qui veulent se former, qui veulent
qui vont là-dedans, quand je vois tout ce qui se dégage aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes aujourd'hui qui viennent faire des thérapies, il y a quand même, si on regarde ne serait-ce qu'à l'époque de ma grand-mère ou de ça, où il y avait zéro une dynamique là-dedans, où on vivait la vie sans se poser de questions, je trouve qu'aujourd'hui il y a une ouverture qui est quand même sacrément magique. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a d'autres choses qui vont pas, mais il y a quand même une partie qui va vers ce qu'on appellerait c'est un éclairage ou c'est tout simplement la lumière, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vont vers la lumière, qui sont en quête de ça. Il y a beaucoup de souffrance, mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont en quête d'ouvrir cette souffrance-là et d'en sortir. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Parce que du coup, les syndromes de répétition, il n'y avait pas cette dynamique d'arbre de mémoire transgénérationnelle, de psychogénéalogie. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça. Sauf qu'en fait, quand on arrive là-dedans et qu'on décide de faire ce travail-là, c'est quelque part, on a décidé de couper. Parce qu'on n'a plus envie de le transmettre à nos enfants. Donc déjà, ça veut dire que quelque part, on met une lumière que tous nos ancêtres n'ont jamais eu l'occasion de mettre. Déjà, rien que ça, c'est un premier pas. D'où le fait qu'il y a du travail, mais peu importe les autres, déjà, à travailler à son niveau, à partir du moment où on travaille à son niveau, ça rayonne. Nous, ça bouge. Regardez, c'est un truc tout bête, c'est pas du tout pour... en termes d'ego, je parlais pas du tout en termes là-dessus, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ce que je fais et à ce que j'apporte, mais c'est vraiment juste une dynamique de... j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, j'ai fait des tonnes de choses sur moi pendant des années. Cette maladie, la sclérose en plaques, m'a aidé justement à mettre tout ça en lumière, à avancer. J'en ai fait un jour un blog, j'ai créé toute cette chose-là en fait pour cette dynamique de faire. Et puis aujourd'hui, c'est comme, du coup aujourd'hui maintenant j'accompagne des personnes qui sont dans cette quête-là, je fais ça sur le net, il y a tous ces trucs-là, tous ces points-là. Et je fais des lives en vous parlant et du coup vous êtes sensibilisés à tout ça. Déjà vous êtes là parce que vous êtes sensibilisés. À mon niveau, du coup, c'est une façon, en fait, c'est comme si déjà j'ouvre quelque chose en allant diffuser ça. Et c'est minuscule, c'est pas parce que moi je sais rien du tout, moi c'est vous qui faites le travail, moi je donne des outils, donc moi je sais rien du tout, mais c'est juste un niveau, c'est une ouverture d'éventail et une possibilité d'apporter d'autres choses à d'autres en fait. Et à votre niveau, il suffit que vous travailliez un petit peu sur vous, que vous enleviez juste pour l'instant peut-être la partie d'ombre qui est un peu difficile et un peu douloureuse, et après à votre niveau vous allez faire la même chose. Et vous imaginez si tout le monde fait ça au fur et à mesure? C'est magique, on y va en plein dedans. C'est ça qui est fort. Denise, merci à toi, tu es fort. Denise, pardon. Et Denise, il y a du travail, oui, donc du coup je viens de répondre à ta question. Élise, merci à toi, tu es formidable. Je te remercie, mais tu es formidable aussi, puisque quelque part tu es là et donc tu es dans cette quête-là aussi. Et il n'y a pas de formidable. Enfin, je suis touchée, ça me touche beaucoup, mais je me sens pas formidable pour autant, pour la simple et bonne raison que c'est un travail et ça s'est construit quelque part. Moi je vous dirais encore une fois, ben, on va conclure sur cette phrase. Merci la sclérose en plaques, merci ma maladie, merci tout ce que j'ai traversé pour en arriver là où je suis. Et je vous dirais clairement que si j'étais pas passée par tout ça avant, si j'avais pas eu cette maladie, si j'avais pas vécu ça, si je n'étais pas touchée par cette maladie, puisqu'en fait c'est elle, puisqu'elle est toujours là et qu'elle me met en veilleuse, j'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Et j'avais parlé de ça avec le fait de souvent quand on vient en thérapie, on a cette partie d'ombre qu'on n'a pas envie d'aller regarder en soi, qui on s'imagine on est mauvais, on se voit comme une mauvaise personne, etc. Notre ombre en nous, une fois qu'on accepte d'aller la regarder, qu'une fois qu'on accepte de s'accepter, une fois qu'on accepte de s'aimer, mon Dieu, mais notre ombre, elle est tellement pleine de tellement de ressources et de trésors cachés. Et la preuve, hein, moi, comme je disais, je m'en voulais parce que j'étais trop bavarde, je me suis détestée pendant très longtemps, à m'auto-flageller, à me cacher, à me blâmer. Aujourd'hui, j'en fais un métier, entre guillemets. Et puis pareil, bah voilà, pendant très longtemps, la CEP est pauvre de moi, victime, etc., etc. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai dépassé mon ombre, parce que quelque part, je l'ai incorporé, je l'ai conscientisé. Et bah, du coup, j'en fais un métier aussi, j'en fais quelque chose. Ça fait pas de moi du tout quelqu'un de parfait, loin de moi. Croyez-moi, si vous en parlez avec mon mari, je suis pas du tout parfaite. Il en rigolerait beaucoup. Mais ça fait de moi quelqu'un qui est entière, qui a l'équilibre avec mon ombre, qui à des moments vient un peu plus là, mais du coup je la regarde en disant bon, ok, j'accepte. Là, je suis pas dans mon meilleur moment, je suis pas dans mon meilleur move, et je suis pas au top.
Mais comme j'ai compris comment je fonctionnais, bah du coup ça me permet de remettre un petit peu le verre de l'autre côté, de dire attends là, hop, on va remettre un petit peu plus de lumière, on va essayer de s'équilibrer. Les deux. De toute façon, il faut les deux. Il faut les deux pour vivre pleinement et pour vivre entièrement bien. Là, je vous parlais de mon côté bavard, il est 19h20. Je suis toujours aussi bien forte pour battre des records. Mais bon, je l'ai accepté. Regardez, j'en fais des lives et vous êtes toujours là, donc j'imagine que quelque part, ça doit bien vous parler et ça doit bien vous aller. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la psychogénéalogie, des choses que ça soulève? Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des points, des choses que vous avez envie? De toute façon, vous pouvez le revoir hein, si vous avez à nouveau, je sais pas, 45 minutes devant ou 50 minutes devant vous. Vous savez que le live est en replay sans problème. Donc du coup voilà, enfin je sais pas si derrière juste vous avez un petit sujet sur la psychogénéalogie, on pourra en reparler, je pense qu'un jour ou là je prendrai plus de temps sur le syndrome du gisant, mais c'est assez abstrait en fait quand on le regarde de l'extérieur, même d'ailleurs les exemples que je vous donne sur moi ils sont assez abstraits parce que il faut le vivre et le voir par rapport à soi sur son arbre pour vraiment mettre en lumière certaines choses. Et du coup Jean-Christophe, je rebondis sur ce que tu disais, ah ouais, allez regarder, parce qu'à mon avis, et puis alors la tristesse et la mort, ce serait lis le bouquin, le syndrome du gisant, je pense que ça va sacrément te parler. Je pourrais te l'écrire ou alors tu me demandes en privé. Je pense que oui. Je pense que du coup, dans la tristesse que tu portes, etc., je pense que tu risques de comprendre beaucoup de choses. C'est bon pour vous ? Je vous souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, il y aura d'autres choses. Je suis toujours en quête aussi de mettre en place tout cet accompagnement en groupe parce que vous voyez, vous êtes tous là et je trouve que la magie du groupe est merveilleuse. Et puis vous n'êtes pas là par hasard. Et vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas tous retrouvés là ce soir par hasard non plus. Donc il y a tout ça qui joue. Donc d'où le fait que la thérapie en groupe, ce sera une explosion grandiose. Je ne sais pas encore comment mettre ça en place. Mais c'est en quête, donc voilà. Et puis un jour ou l'autre le bouquin, et puis tout le reste. Et puis comme d'habitude, de toute façon, vous êtes toujours au courant des avancées au fil de l'eau, puisqu'on se retrouve semaine après semaine. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Je ne suis pas disponible vendredi de la semaine prochaine. Mais de toute façon, vous avez les dates dans mes événements. Le prochain, celui d'après, ce sera sur les émotions et je vous ai tout mis dans la vidéo la semaine prochaine et dans l'article du blog qui est relié. Je vous invite vraiment à voir les deux parce que la vidéo vous dit tout, l'article vous donne l'exercice à faire et justement, ça sera hyper intéressant vendredi dans 2 semaines si vous avez des questions et si entre-temps, en faisant l'exercice, ça vous a soulevé certaines questions. Donc je vous retrouve dans 2 semaines en live et puis en attendant vous avez des tonnes d'informations tout autour et puis potentiellement en privé si vous voulez. Évidemment, je suis disponible. Très très belle soirée à vous tous et je vous embrasse très fort. Très bon week-end de Pâques. Profitez-en bien, reposez-vous bien avec ce lundi détente. Et puis mettez à profit ce nouveau confinement pour prendre soin de vous, lire et puis faire tout ce que vous pouvez en voyant le verre à moitié plein parce qu'il y a forcément, ça n'a tout un sens si ça arrive. Très belle soirée à vous, au revoir, je vous embrasse très fort.